tu n'as aucune idée de ce que tu veux faire plus tard. Est-ce que tu aimerais que je te donne un coup de main? Je t'ai préparé un quiz pour t'aider. C'est très simple, tu réponds à 5 questions et je t'envoie une fiche avec des pistes d'études et surtout une liste d'épisodes de mon podcast et d'articles de blog. Cette liste, je l'ai créée spécialement pour toi et je l'ai mise à jour cet été pour qu'elle soit la plus complète possible. Alors, si tu as 5 minutes, tu cliques sur le lien qui est dans les notes de l'épisode et je suis certaine que tu te sentiras beaucoup moins perdu. Bienvenue dans le podcast Réussir son orientation. Dans ce podcast, je partage les réponses aux questions de mes élèves en matière d'orientation. Car s'ils se posent ces questions, tu te les poses sûrement aussi. J'ai la chance de travailler très régulièrement avec des élèves brillants. En fait, c'est des jeunes qui ont d'excellents résultats scolaires, qui travaillent avec beaucoup de sérieux et quand ils viennent me voir, souvent, c'est parce qu'ils veulent trouver une formation souvent très exigeante. Et on ne s'inquiète pas pour eux, parce que souvent, on s'inquiète plutôt pour les élèves qui ont des problèmes d'apprentissage, les élèves qui ont des problèmes de motivation. Bah, les bons élèves, eux, ils fonctionnent, ils avancent, et on a l'impression qu'en fait, tout est simple, et que se soucier d'eux, bah, c'est pas forcément très important. Pourtant, moi, je pense que c'est pas toujours facile d'être un bon élève, et que les bons élèves aussi ils rencontrent des difficultés, mais peut-être des difficultés dont on ne parle pas toujours beaucoup. Et donc, dans cet épisode, j'ai envie de te parler de 4 difficultés qui me semblent, en fait, de l'extérieur évidemment, que les bons élèves rencontrent. Et mon idée, c'est d'apporter des solutions et des pistes de réflexion assez concrètes pour peut-être adoucir un peu leurs difficultés. Alors, la première difficulté, c'est ce que j'ai appelé la contrainte de compétence. En fait, par définition, un bon élève, il est doué et il est doué souvent dans de très nombreux sujets, puisque c'est souvent des élèves qui travaillent beaucoup, en tous les cas qui travaillent très bien et très efficacement. C'est souvent des élèves qui ont de nombreuses passions, qui ont de nombreux centres d'intérêt et finalement, pour ces élèves, bah, ils peuvent choisir exactement ce qu'ils veulent. Ils ont plein de possibilités d'orientation et des choix qui sont infinis. Or, moi, j'ai l'impression que ce trop de choix peut être stressant. Et tu vois, je me dis, quand j'étais ado, il y a longtemps, quand je voulais acheter un jean, bah, j'allais dans un magasin dans ma ville, je revois tout à fait ce magasin. C'était le magasin où tout le monde s'habillait et il y avait finalement 4 ou 5 modèles de jeans. Rarement, j'allais trouver le jean parfait, mais en fait, c'est un jean qui m'allait le mieux et puis ça faisait l'affaire. Et puis de toute façon, je pouvais me dire que bah, de toute façon, il n'y a pas le choix, j'étais pour rien, je prenais ce qu'il y avait, c'était un peu la faute du magasin. Aujourd'hui, si j'ai envie de m'acheter un jean et que je vais dans une boutique ou alors encore pire sur Internet, alors là, j'ai le choix entre des jeans taille haute, taille basse, boot cut, slim, noir, bleu, gris, enfin j'en passe. Et surtout, je vais passer, enfin surtout moi qui ai un peu du mal à me décider, surtout en manière de vêtements, je peux peut-être passer des heures et des heures à chercher et à la fin, quand j'ai choisi, je me dis à chaque fois que j'aurais dû en prendre un autre. Et là, c'est plus la faute du magasin qui n'a pas assez de choix, mais en fait, c'est ma faute. Et c'est une sensation qui est en fait, hyper désagréable. Et moi, j'ai l'impression que c'est franchement la sensation que rencontrent les bons élèves. Comme ils sont doués dans toutes les matières, tout est possible, tous les choix sont possibles. Et puis, bah, leurs amis, leurs profs, tout le monde pense que ce sont des gros privilégiés parce qu'ils ont tout ce choix. Et à chaque fois, la réponse est: «Oh, mais t'en fais pas, de toute façon, quoi que tu fasses, ça sera bien.» Et donc, pour eux, parfois, moi, j'ai l'impression qu'ils ne se sentent pas tout à fait légitimes de se dire que pour eux, choisir, en fait, ça fait peur, que cette peur, ça les stresse, ça les empêche de réfléchir, que souvent, ben, comme ils n'ont pas envie de réfléchir, que ça les stresse, et ben, ils repoussent la discussion. Et moi, j'ai vu d'excellents élèves qui commencent à réfléchir à leur orientation plutôt fin décembre, début janvier, parce qu'il n'y a plus le choix. Et en fait, les parents ont l'impression de se dire, bah, j'avais déjà parlé de ça dans un autre épisode, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode sur les peurs. Euh, mais les parents, ils ont l'impression que les enfants, ils procrastinent et qu'ils n'ont pas envie d'y penser, mais c'est vraiment parce qu'ils ont peur. Et en plus de ça, pour les bons élèves, bah, en plus de ce stress, il y a de la culpabilité. La culpabilité de ne pas savoir choisir, la culpabilité aussi de se sentir mal, alors qu'en fait, ils ont l'impression d'avoir de la chance. Bref, ils n'ont pas l'impression qu'ils ont le droit de te dire que en fait, c'est difficile, alors que vraiment, c'est difficile. Alors, quand j'ai dit ça, c'est très bien, mais comment on fait quand on se trouve dans cette situation? Bah, je crois que la première chose, c'est d'avoir de la compassion envers soi-même et se dire que oui, c'est très bien d'avoir tous ces choix, mais qu'en fait, c'est pas simple et que ressentir toutes ces émotions contradictoires, c'est absolument normal et que
oui, on a le droit de se sentir mal et de partager le fait qu'on se sent mal. Comment on fait pour avancer? La première solution, c'est se revenir un petit peu comme moi dans les années 90 avec mon jean. Quand dans les années 90, je choisissais le jean qui était assez bien, le good enough, parce que j'avais pas beaucoup de choix, ben moi, je te conseille de faire un petit peu la même chose, c'est-à-dire de restreindre tes choix. C'est pas facile, mais moi, je pense qu'en matière d'orientation, je vais te conseiller de te limiter peut-être à certaines villes ou à certains pays ou à certaines formations et d'accepter, même si c'est pas facile, de te dire que tu vas passer à côté de certaines choses. Parce que choisir, c'est renoncer, mais renoncer, c'est avancer. Et ça, je sais que c'est pas facile pour toi d'accepter. La deuxième solution, c'est de se dire en fait que le choix que tu vas faire, qui sera peut-être restreint, ben, ce n'est pas un choix irréversible. Et que si tu te rends compte au bout d'un certain temps que tu aurais dû faire autre chose, eh ben, tu peux changer. Tu as le droit de changer. Ce n'est pas perdre son temps que se réorienter. C'est pas non plus complètement fou de se dire que tu vas commencer par faire un bachelor dans un certain sujet et ensuite retourner dans un master dans un autre sujet. Recommencer, c'est pas forcément se tromper, c'est définir en fait ce qu'on veut. Alors, je sais, tu vas me dire, oui, mais il y a des cas où j'ai pas le droit de me tromper. Si je voulais faire médecin, par exemple, j'ai pas le choix. OK. Mais quand on y réfléchit, il y a quand même beaucoup de possibilités aujourd'hui de passerelles qui sont sincères et enfin, c'est vrai, hein, il y en a. Donc aujourd'hui, tu as la possibilité de commencer quelque chose, d'aller jusqu'au bout et de recommencer, ou de commencer quelque chose, une formation, d'arrêter en plein milieu et de recommencer. Je le dis souvent, par exemple, aux élèves qui partent à l'étranger. Voilà, vous auriez pu prendre une année de césure. Ben, cette année de césure, peut-être c'est votre première année de formation à l'étranger, et l'année prochaine, vous recommencerez quelque chose. La deuxième difficulté, en fait, c'est l'obligation de faire ce qu'il y a de mieux. En fait, les bons élèves font ce qui existe de mieux ou ce qu'on dit être de mieux pour ne pas se fermer des portes. Les portes ouvertes, ça, c'est leur grande obsession aux bons élèves. Et ensuite, ils veulent toujours ce qu'il y a de mieux. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que s'ils laissent les portes ouvertes, ils vont avoir du choix. Tiens, voilà le choix. On revient toujours à ce fameux choix, comme je t'en ai parlé avant. Et c'est assez drôle la dernière fois, drôle non, peut-être c'est pas le mot, mais j'étais à un dîner et je discutais avec un monsieur qui avait fait un bac scientifique, alors qu'en fait il adorait les langues et l'histoire géo, un peu mon cas aussi. Ensuite, après son bac scientifique, il a fait une classe préparatoire prestigieuse donc une classe préparatoire commerciale où il a pris l'option maths parce que c'était la voie la plus difficile. Il a ensuite réussi à HEC parce que c'était la formation la plus exigeante et la plus prestigieuse. Il s'est ensuite spécialisé dans la finance parce que c'était la voie préférée des meilleurs élèves. Et il a signé son premier contrat de travail dans une entreprise américaine de consulting parce que c'est ce qu'il y avait de mieux, parce que ça lui donnait un salaire et un pouvoir d'achat qui le permettrait d'acheter ce qu'il y avait de mieux. Sauf que à un moment, il s'est rendu compte que tout cela était loin de le rendre heureux. Et là, ce monsieur, il m'a dit, bah, en fait, deux choses à la fin de ce dîner. Il m'a dit, mais qu'à aucun moment, il s'était octroyé le droit de se demander ce qu'il aimait. En fait, pour lui, c'était impossible de refuser le mieux alors qu'il en avait les capacités. Pourtant, à un moment, il s'est dit, oui, mais en fait, je voulais toujours ce qu'il y avait de mieux, mais mieux pour qui? Et pas forcément mieux pour lui. L'autre chose qu'il m'a dit, c'est qu'en fait, dans sa tête, il se disait, il faut que je travaille dur maintenant pour pouvoir profiter après. Après, mais après, c'est quand? Et c'est vrai que je suis une grosse partisane, et tu le sais, de l'effort. Je pense que c'est important de faire des efforts et je pense que c'est important de travailler dur si on veut obtenir des résultats. Maintenant, si tu travailles dur sans savoir pourquoi et sans avoir un objectif qui te correspond, là, peut-être que tu peux te poser des questions. Alors, quand j'ai posé ce constat-là aussi, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je crois qu'il va falloir arriver à jouer le jeu de l'équilibriste, c'est-à-dire trouver l'équilibre entre la satisfaction de ce que tu fais maintenant, qui doit quand même t'apporter un peu de plaisir, et les efforts et les sacrifices qu'on est quand même obligé de faire pour pouvoir profiter plus tard. Et ça, c'est pas simple. Alors, première solution, ben, peut-être de prendre le temps de, à un moment, faire appuyer sur pause, appuyer sur stop et te demander pourquoi tu veux le meilleur et pourquoi tu choisis toujours la voie la plus difficile? Est-ce que c'est pour ne pas décevoir tes parents, tes amis, ta famille? Est-ce que c'est pour faire mieux qu'eux? Est-ce que c'est parce que vraiment tu as envie d'évoluer, de progresser ou de te faire plaisir? Donc je pense que prendre ce temps-là, c'est important et se poser ces questions-là, c'est aussi important. La deuxième chose, c'est te dire, si jamais tu décidais de choisir une voie un petit peu plus facile, entre guillemets, qu'est-ce que tu perdrais et qu'est-ce que tu gagnerais? Et à la fin de ces questions, quelle est ta conclusion? Est-ce que la petite voix à l'intérieur te dit finalement, ah non, choisis le plus difficile parce que tu as peur de te fermer les portes, parce que tu as peur
qu'on te critique, ou est-ce que finalement, la petite voix, elle te dit, allez, et le courage peut-être de choisir quelque chose d'un petit peu plus facile pour pouvoir être aujourd'hui finalement un peu plus heureux et profiter un petit peu plus. La troisième difficulté, c'est la volonté de tout contrôler. Les bons élèves, en fait, ils sont souvent, en fait, peu sûrs d'eux. Ça paraît assez surprenant, hein, mais souvent, ils doutent. Et pour essayer d'amoindrir ce doute, ils ont un besoin de contrôle absolu. Et de ce fait, en fait, ils ont du mal parfois à accorder leur confiance. Et ils ne vont accorder leur confiance aux autres que s'ils ont les preuves absolues que tout va se passer comme ils l'ont décidé. Et donc là, tu imagines bien que le travail de groupe, ça tourne très très vite au cauchemar, parce que rarement les autres vont faire exactement comme il faut, en fait, grosso modo comme les bons élèves pensent qu'il faudrait faire. Et au final, les bons élèves ont toujours cette habilité à finir par faire le travail à la place des autres pour que ça soit bien fait, et je mets bien entre guillemets, enfin bien, en tous les cas, selon leurs standards. Et donc, très vite, ça se sait. Et très vite, on va profiter d'eux. Mais on peut peut-être se dire à qui la faute. Alors, comment on va faire? Eh bien, à un moment, si tu es un bon élève et que tu te retrouves dans ce scénario, je pense qu'il va falloir que tu acceptes de lâcher, que tu acceptes de faire confiance et te dire que c'est pas grave si les choses ne sont pas forcément faites comme tu le veux. Alors évidemment, tout va dépendre de l'enjeu. Si tu es sur un programme, enfin, si tu es sur un travail de groupe dont ta note du semestre ou du trimestre dépend et tu es en terminale, par exemple, peut-être que bon, là, il va falloir peut-être un petit peu changer ton fusil d'épaule. Mais si jamais c'est sur quelque chose d'un petit peu moins fondamental, bah, commence par ça. Commence par te dire, je vais faire confiance aux autres et je vais laisser faire. Alors, première solution, c'est que là, tu laisses faire les autres, même si les autres ne vont pas assez vite, même s'ils ne font pas comme tu l'as voulu. Ton objectif, ça peut être peut-être de donner un avis constructif sur leur travail, mais sans les critiquer, sans dire, ah ben non, t'as pas encore fait comme il faut. Leur demander pourquoi ils ont fait comme ça. Leur donner peut-être des deadlines pour faire les choses. Les relancer quand ils font pas le travail, mais accepter aussi que les autres ont peut-être une autre façon de voir les choses et qu'ils ont tellement eu l'habitude que tu fasses tout à leur place qu'à un moment, ben, ils vont plus se mettre à le faire eux-mêmes. Entre parenthèses, ça vaut aussi pour les parents hein, qui critiquent que leurs enfants font pas assez. Si on fait toujours tout de suite, en n'acceptant pas que ça soit fait peut-être un peu moins bien, parfois c'est difficile que les jeunes se mettent au travail. Je ferme la parenthèse et là, je m'envoie un petit message à moi-même. Solution 2, ben peut-être va discuter avec ton prof. Alors, je suis prof et j'ai du mal avec la délation en disant truc muche n'a pas fait son travail. Mais par contre, parfois, on a besoin de savoir aussi. En tous les cas, explique peut-être à ton prof que tu as besoin de lâcher. Essaye de lui expliquer que tu as besoin de laisser faire les autres et peut-être de lui demander est-ce que peut-être cette note à la fin du travail de groupe va être attribuée vraiment de manière collective ou est-ce qu'on ne peut pas avoir une partie individuelle? Parce que si tu sais qu'il y a une partie individuelle de ta note, peut-être que tu vas pouvoir peut-être là aussi respirer et te dire que tu vas quand même pouvoir avoir une bonne note parce que je sais qu'on va y venir. Les notes pour toi, c'est très important. Dernière difficulté, c'est l'addiction à la reconnaissance externe. Les bons élèves, ils ont besoin de bonnes notes. D'accord? C'est un peu leur drogue, les bonnes notes. Et d'ailleurs, bah, c'est pour ça qu'ils essayent d'avoir le moins possible de mauvaises notes. Et tous leurs copains sont super envieux. Sauf que souvent, leurs amis ne mesurent pas le travail qui a été fourni parfois pour avoir ces résultats. D'accord? Et ils ne mesurent pas non plus combien, pour un bon élève, l'échec est très douloureux. Parce qu'en fait, l'échec, les bons élèves, ils le vivent très, très rarement. Et donc, pour un bon élève, parfois, une note en dessous de 15, c'est véritablement dramatique. D'accord? Et là aussi, c'est difficile pour eux de se plaindre, ou en tous les cas, souvent, on va se moquer d'eux, parce que pour beaucoup d'élèves, déjà 15, c'est très bien. Et donc, la plupart du temps, les bons élèves, ils vont aussi agacer les autres en disant ah, que le DS, c'est pas très bien passé. Parce qu'en fait, au fond d'eux-mêmes, alors qu'ils ont finalement 18, mais parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils doutent, ces élèves-là. Ils n'ont pas confiance en eux et ils pensent véritablement que ça s'est mal passé. D'accord? Et donc, là aussi, peut-être que toi, si tu n'es pas bon élève ou si vous êtes parent de bons élèves, il faut vraiment faire preuve de compassion parce que c'est un sentiment véritable de douter de ses capacités. Le seul problème, c'est que la reconnaissance de la note, que souvent les bons élèves associent à leur personnalité, c'est la seule chose qui leur permet d'être rassurés sur leur capacité. Et ça, à long terme, ça peut poser problème.
Alors, comment on fait? Ben, dans un premier temps, je pense que c'est important d'en prendre conscience. C'est-à-dire vraiment d'en prendre conscience pour de vrai. C'est-à-dire pas dire oui, oui, je sais qu'un c'est bien parce qu'ils veulent faire plaisir aux autres. Tiens, tiens, faire plaisir aux autres, ça c'est aussi quelque chose qui est important pour les bons élèves. Mais vraiment avoir cette intention de se dire que la reconnaissance, elle va pas venir des notes, mais elle va venir de toi. Qu'une note, on l'oublie un peu, mais une note, c'est l'indicateur de la qualité d'un travail rendu. C'est un outil pour un prof pour savoir si une compétence a été acquise, mais c'est pas un indicateur de la qualité d'une personne. D'accord? Et pensez aussi que la note, en fait, elle représente aussi non seulement la valeur de ton travail, mais même si tu penses que la note représente toi, qui te dit que les autres sont mieux équipés que toi pour connaître véritablement ta valeur? Celui qui connaît ta valeur, au final, c'est toi. Et puis, il faut aussi se dire que les bons élèves, parfois sur le marché du travail, ils ont une posture délicate. En fait, les bons élèves, ils sont en mode, en fait, ils se disent que ils veulent des bonnes notes et ils veulent bien faire tout le temps. Et donc, parfois, ils vont voir des personnes qui, dans le monde du travail, sont beaucoup moins compétentes, mais qui vont avoir davantage la capacité de se mettre en avant, qui vont prendre les meilleurs postes. Et puis, autre chose aussi, les bons élèves, ils ont l'habitude de faire tout ce qu'on leur dit. Et donc, c'est très, très facile de surcharger un bon élève de travail. Et je peux vous promettre qu'un manager, il est toujours content d'avoir un bon élève dans son équipe parce que le bon élève, il dit rarement non. Alors, solution à ce problème, ben d'abord, c'est déjà apprendre à s'apprécier en voyant tout ce qu'on fait de bien. En fait, prendre conscience que ce qui nous valorise pour l'instant, ça vient uniquement de l'extérieur et que cette solution-là, elle n'est pas durable. Qu'est-ce que tu vas faire toi en tant que bon élève le jour où tu auras plus de notes? Qu'est-ce que tu vas faire sur le marché du travail? Et ce shift, il va pas se passer du jour au lendemain. C'est vraiment quelque chose que tu vas devoir apprendre à faire au fur et à mesure des années. La deuxième solution, c'est peut-être de t'autoriser à avoir un peu moins bien et voir ce qui se passe. Est-ce que avoir un peu moins bien, ça suffit pas pour continuer à avancer? Est-ce que tu es vraiment obligé d'avoir les meilleures notes pour plaire aux autres? Et est-ce que plaire aux autres, c'est véritablement si important? Et là, j'en reviens au point d'avant. Est-ce que si tu as des moins bonnes notes et que tu as peut-être un résultat à une formation un peu moins bien, tu seras forcément moins heureux à la fin? Voilà, alors c'est vrai que aujourd'hui on note tout. Je vous demande souvent d'ailleurs de me mettre des étoiles à mon podcast parce que moi aussi j'ai été une bonne élève. On se sent évalué en permanence et donc ce syndrome du bon élève, il persiste. Mais parfois on peut se demander pourquoi, quoi. Pourquoi faire? Est-ce que être heureux, est-ce qu'être bien, ça passe forcément par la reconnaissance des notes et la reconnaissance des autres? Voilà, donc je te répète rapidement les quatre difficultés que je pense que les bons élèves rencontrent. Le premier, c'est la contrainte de la compétence, le fait en fait que d'être doué en tout, ben, c'est pas forcément facile parce que ça laisse trop de choix. Le deuxième, c'est l'obligation de faire ce qu'il y a de mieux et toujours de mieux sans forcément se demander pourquoi. Le troisième, c'est la volonté de tout contrôler et absolument demander aux autres qu'ils fassent toujours comment tu as décidé de le faire. Et la troisième, c'est l'addiction à la reconnaissance externe, c'est-à-dire très souvent les bonnes notes, en te demandant là aussi si est-ce que cette reconnaissance externe va véritablement te rendre heureux. Voilà, j'espère que cet épisode, en tous les cas, t'a plu et tu t'y es reconnu si tu es un bon élève. Et si vous êtes parent de bon élève, vous aidera peut-être un petit peu à mieux aider vos enfants. Et puis si vous êtes ami de bon élève, peut-être de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans leur tête, parce que je vous promets, c'est pas toujours évident de se retrouver dans cette situation. Si cet épisode vous a plu, je vous laisse me le dire, soit sur mon Instagram à réussir son orientation, ou aller sur mon site internet où il y a aussi plein d'autres ressources qui vous aideront. Ce site internet, c'est www.corinneholroyd.com. Et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode.